La serveuse a craché sur la chaussure du millionnaire après qu'il ait été arrogant avec elle, et ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Claire Moreau, 28 ans, était de celles que l'on remarquait sans qu'elle le sache. Fine, cheveux bruns toujours attachés avec négligence, elle possédait cette élégance discrète propre aux femmes qui n'ont pas le temps de se contempler. Elle travaillait depuis presque une décennie dans un petit bistrot du quartier des Terreaux à Lyon, un lieu à l'atmosphère chaleureuse où l'odeur du pain frais se mêlait au parfum de café torréfié. Le genre d'endroit où l'on venait autant pour la cuisine que pour la compagnie. Le bistrot des 2 rues ne payait pas de mine de l'extérieur, mais ceux qui y entraient une fois y revenaient. L'ambiance était authentique, le pain, service attentionné, et surtout il y avait Claire. Elle ne souriait pas par obligation, mais parce qu'elle aimait échanger, sentir qu'elle faisait partie du quotidien de ceux qu'elle servait. Les habitués l'aimaient pour sa gentillesse sans excès, son humour subtil, sa mémoire étonnante pour les détails. Elle se rappelait des préférences de chacun, des anecdotes racontées à la va-vite entre 2 cafés. Pourtant, derrière, ses gestes fluides et ses regards pleins d'attention, il y avait une fatigue invisible, celle de quelqu'un qui avait mis ses rêves de côté sans jamais vraiment les abandonner. Avant, Claire voulait devenir architecte. Elle avait commencé des études brillantes à Grenoble, pleines de projets et de croquis dans ses carnets. Elle rêvait de bâtir des ponts entre les gens et les villes, d'imaginer des espaces vivants, utiles, beaux. Mais la vie, comme souvent, avait ses propres plans. Sa mère, Marie Moreau, tomba gravement malade peu après le début de sa 2e année d'études. Un cancer agressif, foudroyant. Sans famille proche, Claire prit la décision de tout arrêter pour revenir à Lyon et s'occuper d'elle. Elle troqua les maquettes et les calculs pour des médicaments et des réveils à 6 heures du matin. Ce fut brutal et silencieux. Les années passèrent. La maladie de sa mère se stabilisa puis s'aggrava à nouveau. Claire trouva un emploi de serveuse au bistrot des 2 rues, pensant que ce serait temporaire. Mais les jours devinrent des mois, les mois des années. Elle s'habitua au rythme du service, à cette alternance de chaleur humaine et de fatigue physique. Elle apprit à gérer les clients difficiles, les commandes à rallonge, les horaires décalés. Elle se lia d'amitié avec la patronne, Hélène, une femme énergique et maternelle, qui lui offrit un véritable refuge. Le bistrot devint un repère, presque un prolongement de sa maison. Même si elle souriait tous les jours, Claire gardait au fond d'elle une douleur muette, celle de voir les années défiler sans pouvoir concrétiser ce qu'elle portait en elle depuis l'enfance. L'architecture restait présente dans des croquis griffonnés sur des serviettes, des plans imaginaires tracés dans les marges de ses carnets de commandes. Elle lisait encore des revues spécialisées, visitait des expositions, écoutait des conférences en ligne tard le soir. Elle n'avait jamais abandonné l'idée, seulement appris à la ranger là où elle faisait moins mal. Mais tout cela, personne ne le voyait vraiment. Pour les clients, Claire était la fille sympa, toujours efficace, polie, un peu discrète. Elle n'attirait pas l'attention, et cela lui convenait. Elle préférait les conversations simples, les échanges, sincères. Elle ne se plaignait jamais, même quand elle rentrait éreintée, quand les douleurs dans le dos lui rappelaient qu'elle en faisait trop. Elle ne rêvait pas de gloire, juste d'une vie où elle pourrait respirer sans avoir à compter chaque euro, chaque minute de repos. Ce mardi-là, Lyon baignait dans une lumière dorée d'après-midi. Le printemps était enfin là, et les terrasses se remplissaient. Au bistrot des 2 rues, l'équipe était en sous-effectif, comme souvent ces derniers temps. Claire, déjà debout depuis 7 heures, courait entre les tables, tenant une assiette de croque-monsieur dans une main et un plateau de café dans l'autre. La chaleur montait doucement dans la salle, les voix se croisaient, l'air vibrait de conversation et de rire. À première vue, tout semblait normal, mais ce jour-là allait tout changer. La journée avait commencé sans incident. Claire avait salué les premiers clients, servi les habitués, souri à des touristes perdus en leur expliquant la carte en anglais approximatif. À 13 heures, elle avait brièvement mangé debout dans la cuisine, un morceau de quiche froid à la main. Elle avait pris des nouvelles de sa mère par téléphone, noté une ordonnance à récupérer plus tard. Puis, elle était retournée, en salle reprenant son ballet quotidien. Le tournant se produisit vers 17h30. L'heure où le bistrot commençait à se remplir de gens sortant du travail, de flâneurs du quartier, de jeunes étudiants attirés par les prix abordables. Claire était en train de nettoyer une table
quand la porte d'entrée s'ouvrit, avec une lenteur presque théâtrale. Un homme entra, grand, silhouette affûtée, costume anthracite parfaitement taillé, montre en or qui captait la lumière. Il portait des lunettes de soleil qu'il ne retira pas immédiatement. D'un regard rapide, il balaya la pièce comme s'il évaluait la valeur de tout ce qui s'y trouvait. Claire le vit tout de suite. Il y avait chez lui quelque chose qui tranchait avec l'ambiance du lieu. Un homme comme ça ne venait pas dans un bistrot comme le leur sans raison. Elle s'approcha, professionnelle, le carnet à la main, prête à l'accueillir comme n'importe quel autre client. Mais l'attitude de l'homme l'arrêta dans son élan. Il ne la regarda pas. Il fit un geste sec de la main, comme pour signifier qu'il voulait une table correcte, puis s'installa sans un mot. Elle tenta un sourire, mais il l'ignora toujours. Elle lui tendit le menu qu'il repoussa légèrement en soupirant. « C'est tout ce que vous avez ?» demanda-t-il, enfin. Sa voix était grave, précise, mais son ton dénotait un mépris à peine voilé. Claire, interloquée, répondit calmement qu'il s'agissait de la carte du jour, fraîchement préparée. Il fit claquer sa langue contre son palais et demanda qu'un verre de vin rouge, précisant qu'il espérait au moins que celui-là serait à la bonne température. Claire nota la commande et s'éloigna, le cœur légèrement serré. Ce genre de comportement, elle en avait vu. Mais il y avait quelque chose de plus chez cet homme, une froideur tranchante, un mépris installé. En cuisine, elle souffla longuement avant de revenir avec le verre de vin. Elle le posa avec précaution, annonça le nom du cru, mais il fit une moue de dédain et leva les yeux au ciel. Tiède, presque imbuvable. Ce fut la première fois depuis longtemps que Claire sentit une colère sourde monter. Elle la réprima, comme elle avait appris à le faire. Elle nettoya une table, sourit à un client âgé, prit une autre commande, mais au fond, quelque chose avait été piqué. Elle ignorait encore à quel point ce moment précis allait redessiner le cours de sa vie. La porte du bistrot des 2 rues s'ouvrit une seconde fois avec la même assurance sèche que la première. Étienne Lacroix venait de revenir. Il n'avait pas quitté Lyon depuis longtemps, mais sa présence dans ce quartier populaire de la ville n'était pas chose courante. Il appartenait à une autre sphère, à un monde où les décisions se prenaient dans des salons aux murs en cuir, où les horaires étaient dictés par des agendas numériques et des secrétaires personnels, où chaque pas était mesuré et chaque regard pesé. Il n'était pas venu pour se mêler à la foule, mais pour s'imposer à elle. Étienne Lacroix était connu dans les milieux d'affaires français comme un homme aussi brillant qu'intransigeant. À 45 ans, il avait bâti un empire technologique en moins de 20 ans. Fils unique d'un magistrat sévère et d'une galeriste discrète, il avait grandi entre les colonnes d'un appartement haussmannien et les silences tendus des dîners familiaux. Très tôt, il avait compris que l'écoute n'était pas aussi valorisée que la performance. Étienne était devenu une machine de réussite. École prestigieuse, stage dans la Silicon Valley, levée de fonds fracassante. Il s'était hissé à un sommet où peu de gens osaient lui parler sans trembler. Son regard était devenu une arme, son silence une menace. Ce jour-là, vêtu d'un costume bleu nuit taillé sur mesure, il traversa la salle du bistrot avec cette démarche qui disait qu'il n'avait pas l'intention de patienter. Claire le vit approcher, et un pincement instinctif lui traversa l'estomac. Elle l'avait déjà servi plus tôt dans la journée, mais elle ne s'attendait pas à ce retour. Cette fois, il retira ses lunettes de soleil d'un geste étudié et les rangea dans la poche intérieure de sa veste. Il s'assit à la même table, comme s'il marquait un territoire. Les clients autour murmurèrent, reconnaissant peut-être son visage souvent vu dans les journaux économiques ou lors des conférences télévisées. Claire s'approcha, le carnet de commandes en main, son sourire professionnel bien en place. Elle avait appris à contenir ses émotions, à effacer toute trace de contrariété derrière une neutralité affable. Mais Étienne Lacroix ne la regarda pas tout de suite. Il sortit son téléphone, parcourut quelques messages, soupira ostensiblement, puis leva enfin les yeux. « Je suppose que vous vous souvenez de moi, dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. » Claire acquiesça d'un signe bref. « Alors faites en sorte que cette fois, ce soit correct. » Il ne demanda pas la carte. Il commanda un café serré et une assiette de fromage, si tant est qu'il soit décemment affiné, précisa-t-il. Il ponctua sa phrase d'un regard tranchant, celui d'un homme qui ne tolérait ni l'erreur ni l'hésitation. Claire nota la commande sans un mot, se retourna et partit en direction du comptoir, le dos droit,
la mâchoire contractée. Elle détestait se sentir si petite, si effacée. Pourtant, elle savait que perdre le contrôle maintenant ne ferait que lui nuire. Pendant qu'elle préparait le café, elle sentit les regards de ses collègues. Certains haussaient les sourcils, d'autres échangèrent des remarques discrètes. Personne ne comprenait ce que faisait un homme comme Étienne Lacroix dans un endroit comme celui-ci. Il n'avait rien à y gagner, aucun intérêt apparent à s'attarder parmi les clients anonymes. Mais il était là, et son attitude insinuait que tout cela n'était qu'une parenthèse ennuyeuse dans son agenda de grand homme. Lorsqu'elle revint à sa table avec la commande, il la fixa d'un air si scrutateur qu'elle en perdit un instant son assurance. « Ce fromage, il vient d'où » demanda-t-il, sans remercier, sans sourire. Claire répondit avec précision. Un assortiment de producteurs locaux, choisis chaque semaine. Il fronça légèrement les sourcils. Local, donc probablement. Médiocre. La phrase tomba comme un coup près. Elle sentit ses joues chauffer, mais elle resta muette, posant l'assiette avec délicatesse. Puis vint le moment où tout bascula. Étienne prit une bouchée, fit une grimace à peine dissimulée et recracha discrètement dans sa serviette. Comme je le craignais. Le vin n'était pas à la hauteur, et maintenant ceci. Comment peut-on appeler cela un service, murmura-t-il. Plus pour lui-même que pour elle, mais assez fort pour être entendu. Un couple à la table voisine tourna la tête, interloqué. Claire, elle, sentit une étincelle dans sa poitrine. Pas une de rage incontrôlée, mais de cette indignation glacée qui saisit quand l'humiliation dépasse un seuil. Elle respira lentement, recula d'un pas et hocha la tête. « Je vais en informer la cuisine », dit-elle d'une voix neutre. Il ne répondit pas, il ne la regardait plus. Elle tourna les talons, serrant les poings. Dans la cuisine, elle déposa les assiettes sales sans un mot, se pencha pour ramasser un torchon tombé au sol, et là, quelque chose en elle céda. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait une remarque déplacée, ni la première qu'un client abusait de son statut. Mais chez lui, il y avait quelque chose de plus corrosif, de plus froid, comme s'il ne la voyait même pas comme un être humain. Lorsqu'elle revint nettoyer un faux pli sur le tapis près de sa table, Étienne ne leva même pas les yeux. Claire s'agenouilla brièvement, feignant de retirer une tache invisible. Puis, dans un geste rapide, presque imperceptible, elle inclina la tête juste au-dessus de son soulier gauche, noir brillant, parfaitement ciré. Et elle cracha. Pas un jet visible, pas une flaque grotesque, mais un geste discret, presque symbolique, comme une réponse muette à l'arrogance. Elle se releva aussitôt, les joues en feu, le cœur battant à tout rompre. Elle réalisa ce qu'elle venait de faire à peine une seconde après l'avoir fait. Une collègue la regardait, figée, les yeux grands ouverts. Le silence s'installa autour d'elle. Étienne, qui n'avait encore rien remarqué, bougea enfin. Il regarda vers le bas, aperçut l'humidité sur le cuir de sa chaussure. Il fronça les sourcils. Le monde sembla suspendu dans un souffle. Claire sut à cet instant précis qu'elle venait de franchir une ligne que rien ne pourrait effacer. Pendant un instant suspendu dans le temps, le silence dans le bistrot des 2 rues devint presque surnaturel. La fourchette qu'un client venait de porter à sa bouche resta figée en l'air. La conversation animée de 2 étudiantes à l'autre bout de la salle s'interrompit en plein mot. Et les regards, comme attirés par un aimant invisible, convergèrent tous vers la même scène. Étienne Lacroix, le soulier gauche maculé d'une tache humide, observant l'objet de sa colère naissante. Claire, droite comme une statue, tentait de masquer le tremblement qui s'était emparé de ses membres. Elle ne savait pas si ce qu'elle ressentait était de la panique ou une forme étrange de soulagement désespéré. Étienne baissa lentement les yeux vers sa chaussure. Il n'eut pas besoin d'examiner longtemps la fine pellicule de salive pour comprendre. Le cuir noir impeccable, autrefois miroir de sa prestance, portait désormais la marque visible d'un geste de révolte. Il ne dit rien, pas un mot, pas un froncement de sourcils, juste un regard fixé sur la chaussure souillée, puis très lentement, il releva la tête et fixa Claire avec une intensité glacée. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Claire n'osait bouger. Son cœur cognait si fort contre sa poitrine qu'elle en entendait les battements dans ses tempes. Elle s'attendait à une explosion, à des cris, à ce que cet homme capable de licencier un cadre par simple message vocal fasse éclater toute sa colère avec la violence froide qu'on lui prêtait. Elle imagina les journaux,
la police, les plaintes, le procès même. Elle se voyait déjà expulsée du bistrot, perdant son emploi, sa sécurité et peut-être même la possibilité de continuer à subvenir aux soins de sa mère. Et pourtant, malgré l'appréhension qui nouait ses entrailles, elle ne regrettait pas. Pas encore. La collègue qui avait assisté à la scène, une jeune serveuse nommée Nadège, n'osait plus bouger non plus. Elle avait posé un plateau sur le comptoir, les yeux écarquillés. Tout le personnel s'était figé, chacun guettant la réaction du client que tout le monde redoutait à présent. Même les cuisines, d'où s'échappaient habituellement les bruits des casseroles et des commandes criées à la volée, s'étaient tues. Alors, contre toute attente, Étienne Lacroix fit un geste lent vers la poche intérieure de sa veste. Il en sortit un mouchoir en tissu, d'un blanc immaculé brodé de ses initiales. D'un mouvement méthodique, sans une once de précipitation, il se pencha et essuya lui-même la chaussure avec une application presque clinique. Le geste avait quelque chose d'absurde, tant il contrastait avec la tension dramatique de la scène. Puis il replia soigneusement le mouchoir, le remit dans sa poche, se redressa et observa Claire une nouvelle fois. Cette fois, ses yeux ne la transperçaient pas de mépris, mais quelque chose d'indéchiffrable s'y était glissé. Une forme de curiosité froide, de surprise muette. Il ne parla toujours pas. À la place, il glissa la main dans la poche extérieure de sa veste et en sortit un portefeuille en cuir sombre. Il déposa 2 billets de 50 € sur la table, les fit glisser du bout des doigts vers le bord, puis se leva. Son regard fit un tour lent sur la salle, comme s'il voulait s'imprégner de chaque visage témoin de l'instant. Il remit ses lunettes de soleil, et sans dire un mot, il sortit du bistrot. Il n'avait pas crié, pas exigé de compensation, pas appelé la direction. Il avait simplement essuyé sa chaussure et quitté les lieux. Le silence qui suivit son départ fut presque assourdissant. Puis, comme si un sortilège venait d'être rompu, les conversations reprirent timidement, d'abord en chuchotement, puis en murmures plus assumés. Tous voulèrent comprendre ce qui venait de se passer. Certains échangeaient des hypothèses, d'autres regardaient Claire comme si elle venait de commettre un crime et un exploit à la fois. Claire, elle, resta plantée là, incapable de bouger. Hélène, la propriétaire du bistrot, arriva en hâte depuis l'arrière-salle. Elle avait été appelée par Nadège, affolée, et cherchait maintenant des réponses dans les visages autour d'elle. Lorsqu'elle comprit, son visage se ferma aussitôt. Elle s'approcha de Claire, la prit par le bras et l'entraîna discrètement vers la cuisine. « Qu'est-ce que tu as fait, Claire ? Tu réalises ce que ça signifie. Ce type, tu sais qui il est. Tu viens de cracher sur le soulier d'un des hommes les plus puissants de la ville. » La voix d'Hélène n'était pas agressive, mais elle vibrait de panique. Claire, les yeux encore grands ouverts, balbutia quelques mots qu'elle elle-même ne comprit pas. Tout était allé trop vite. Son acte, à peine pensé, avait pris des proportions qu'elle ne maîtrisait plus. Elle voulait expliquer, dire que c'était un geste de rage contenu, qu'elle n'en pouvait plus de cette condescendance, mais aucun mot ne semblait adéquat. Hélène soupira longuement. Elle passa une main dans ses cheveux et regarda Claire avec cette expression mêlée d'inquiétude et de résignation que seules les femmes fatiguées savent porter. « Tu sais que s'il décide de porter plainte, je devrais te licencier. Et, même sans plainte, je ne sais pas si on peut se permettre de garder quelqu'un qui fait ça devant toute une salle. » Claire hocha la tête. Elle comprenait. Elle comprenait même trop bien. En sortant de la cuisine, elle croisa à nouveau les regards des clients. Certains étaient choqués, d'autres presque amusés. Elle sentait les jugements, les murmures, l'étiquette invisible qui se collait déjà à son front. Celle de la serveuse qui avait osé cracher sur un homme riche. Celle qui avait perdu le contrôle. Elle continua son service mécaniquement, évitant les commentaires, répondant aux commandes sans enthousiasme. Chaque minute lui pesait comme une heure. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, une plainte, une humiliation publique, la perte de son emploi, peut-être même une ruine sociale. Mais au fond d'elle, dans un recoin qu'elle n'osait pas encore explorer, une voix murmurait « Tu n'as plus à t'écraser ». Elle n'en tirait aucune fierté, pas encore, seulement une étrange lucidité. Quelque chose aujourd'hui venait de basculer. Le lendemain matin, une bruine légère couvrait les ruelles pavées de Lyon, rendant l'atmosphère plus lourde que d'habitude. Claire avait à peine dormi.
Elle avait passé une nuit agitée, son esprit tournant sans répit autour de ce qui s'était produit la veille. L'image du soulier souillé, le mouchoir délicatement sorti, les 2 billets laissés sans un mot, tout cela repassait en boucle dans son esprit. À chaque réveil en sursaut, elle croyait entendre la porte du bistrot s'ouvrir et Étienne Lacroix y entrer, cette fois accompagné d'un avocat ou d'un huissier. Elle avait rêvé d'un tribunal, de journalistes, de sa mère pleurant en apprenant qu'elle avait tout perdu à cause d'un simple geste incontrôlé. Mais au matin, aucune plainte, aucun appel. Rien. Lorsqu'elle arriva au bistrot des 2 rues, elle s'attendait à des regards insistants, à des chuchotements appuyés. Et en effet, ils étaient là. Quelques clients la regardaient avec une curiosité mal dissimulée. Certains collègues, surtout Nadège, lui jetaient des regards furtifs, comme si elle pouvait exploser de nouveau à tout instant. Mais Hélène n'avait rien dit de plus. Elle l'avait laissé reprendre son poste sans autre commentaire que ce regard insistant qui disait tout. L'avertissement silencieux qu'aucun nouveau faux pas ne serait toléré. Vers 10 heures, alors que le service du matin s'installait doucement dans son rythme de croissants et cafés allongés, la porte du bistrot s'ouvrit une nouvelle fois. Claire était en train d'essuyer un verre derrière le comptoir lorsqu'elle entendit le tintement familier de la clochette d'entrée. Son corps se tendit immédiatement et en tournant la tête, elle sentit son estomac se nouer. Étienne Lacroix venait d'entrer. Il était vêtu d'un manteau en laine sombre, son allure toujours impeccable. Il n'avait pas changé. Même démarche assurée, même regard froid. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent. Il ne balaya pas la salle d'un œil dédaigneux. Il avança simplement vers le comptoir, ignora les clients qui s'étaient instinctivement tournés vers lui et s'arrêta devant Claire. Le silence se fit une nouvelle fois dans la salle. Tous attendaient une scène, un règlement de compte, une confrontation. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle s'attendait à ce qu'il lui annonce qu'elle allait recevoir une convocation officielle, qu'il venait lui signifier sa décision de la poursuivre en justice. Elle posa lentement le verre qu'elle tenait et le regarda droit dans les yeux. Étienne ne dit rien tout de suite. Il la contempla longuement, comme s'il évaluait encore une dernière chose. Puis il s'exprima, calmement, d'une voix posée, mais ferme. « J'aimerais lui parler seul à seul, s'il vous plaît. » La demande s'adressait à Hélène, qui se tenait derrière lui, prête à intervenir. Un instant d'hésitation traversa le visage de la patronne, mais Claire fit un signe de tête. Elle voulait que ce soit réglé, peu importe la forme. Elle contourna le comptoir et conduisit Étienne vers une petite salle à l'arrière, normalement réservée au personnel. Il entra le premier. Elle referma la porte derrière eux. L'espace était exigu, à peine assez grand pour une table de pause et 2 chaises. Ils s'y installèrent, face à face. Claire, droite et silencieuse, attendait que l'orage éclate, mais il ne vint pas. Étienne croisa les mains sur la table et la fixa avec intensité. « Vous avez du cran, mademoiselle Moreau. Peu de gens m'ont défié comme vous l'avez fait, surtout pas dans un endroit public. » Claire ne répondit pas. Elle se contenta de soutenir son regard. « Je suis venu, non pas pour vous accuser ou vous menacer. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer de nouveau. « Je suis venu parce que vous avez éveillé quelque chose en moi, un souvenir, une idée. » Claire fronça légèrement les sourcils. Elle ne comprenait pas. Était-ce un piège? Une ruse pour mieux l'humilier. Mais Étienne poursuivit imperturbable. « Il y a plusieurs années, j'ai créé un projet qui n'a jamais vu le jour, une initiative sociale destinée à offrir à des jeunes en situation précaire une formation en technologie. L'idée est restée dans un tiroir, noyée sous mes autres affaires. Je n'ai jamais trouvé la personne qui aurait l'audace et l'expérience humaine nécessaire pour en être le visage. Jusqu'à hier. » Claire écarquilla les yeux. Elle se demandait si elle avait bien entendu. « Vous vous demandez pourquoi je vous dirais cela. Pourquoi vous? Parce que j'ai vu dans votre regard autre chose que de la colère. J'ai vu une lucidité crue, un refus de la soumission. Ce monde a besoin de gens comme vous, qui savent ce que c'est que de se battre pour des choses simples. » Le silence revint. Claire, cette fois, sentit sa voix lui revenir. « Vous vous moquez de moi, après ce que j'ai fait. Vous venez me proposer un emploi ?» Étienne hocha lentement la tête. « Je ne suis pas là pour juger ce que vous avez fait. J'ai appris depuis longtemps que les gestes les plus impulsifs révèlent souvent ce que nous avons de plus vrai. J'ai vu en vous une colère juste,
Et je crois que cette colère peut devenir une force si elle est bien dirigée. Claire restait incrédule. Étienne sortit une carte de visite, la posa sur la table. « Je n'attends pas une réponse immédiate. Voici l'adresse de mon centre, à la périphérie de Lyon. Le projet va redémarrer. J'aimerais que vous y jetiez un œil. Si vous décidez de me rejoindre, ce sera à vos conditions. » Puis il se leva. Il ne la regarda pas avec pitié ni avec condescendance, mais avec ce que Claire interpréta comme un respect distant. Il sortit de la salle sans un mot de plus, laissant Claire seule avec ses pensées et cette étrange carte de visite entre les doigts. Quand elle revint dans la salle principale, Hélène accourut vers elle, paniquée. « Il t'a dit quoi ?»« Il a porté plainte. Il veut quoi ?» Claire leva les yeux, toujours hébétée, puis murmura « Il m'a proposé un poste, et pour la première fois depuis longtemps. » Elle vit dans les yeux de sa patronne quelque chose qui ressemblait à de la stupéfaction véritable. Le lendemain de cette rencontre inattendue dans la salle de repos du bistrot, Claire n'était plus tout à fait la même. Elle avait passé la soirée à relire encore et encore la carte que la Croix lui avait laissée. Les lettres y étaient simples, imprimées en noir sur un carton épais, mais chaque mot semblait peser une tonne. Étienne, Lacroix fondateur, Fondation Horizon Numérique. Au dos, une adresse dans un quartier périphérique de Lyon, connu pour ses grands ensembles, ses rues grises, ses zones délaissées par les pouvoirs publics. Elle ne savait pas quoi penser. Était-ce une plaisanterie cruelle? Un test étrange? Une forme de punition ou d'humiliation déguisée? La nuit fut blanche. Sa mère, affaiblie par un traitement récent, dormait à peine 2 pièces plus loin. Claire avait passé des heures à fixer le plafond, écoutant les bruits nocturnes du bâtiment, les échos de la ville qui filtraient à travers les volets. L'idée de quitter le bistrot, de s'aventurer dans un univers qu'elle ne comprenait pas, la terrifiait. Et pourtant une autre partie d'elle, celle qu'elle avait enterrée depuis des années, se réveillait doucement. Celle qui avait rêvé un jour d'architecture, de projet, de bâtir quelque chose de concret. Elle en avait presque oublié ce que c'était de se sentir sollicitée pour autre chose que prendre une commande ou nettoyer une table. Au matin, elle retourna au travail comme si de rien n'était, mais elle était ailleurs. Chaque bruit de vaisselle, chaque voix de client semblait distant. Même Hélène, d'ordinaire si attentive, sentait que quelque chose flottait dans son regard. Ce n'était ni de l'orgueil, ni de la peur. C'était une hésitation brute, un vertige. Lorsque Nadège lui demanda en coin ce que voulait exactement le type aux souliers souillés, Claire répondit évasivement. Elle n'avait pas envie de partager ce qu'elle-même n'arrivait pas encore à nommer. À midi, après le service, elle s'éclipsa sans prévenir et se dirigea vers l'adresse figurant sur la carte. Le bus mit du temps à sortir du centre et la pluie commença à tomber avec la régularité d'une pendule fatiguée. Elle regardait les gouttes courir le long de la vitre, chaque arrêt l'éloignant un peu plus de son monde connu. Lorsqu'elle descendit enfin, elle se retrouva devant un bâtiment austère, ancien entrepôt réhabilité, dont la façade portait l'inscription « Centre Horizon Numérique, accès réservé ». Un interphone, une caméra, une voix. Féminine robotique lui demanda son nom. Elle répondit, précisa qu'elle venait de la part de la Croix. Après quelques secondes, le portail s'ouvrit avec un cliquetis sec. Elle entra, à l'intérieur, le contraste avec l'extérieur était frappant. Des murs blancs, des bureaux en verre, des jeunes assis devant des ordinateurs concentrés. Une ambiance de travail studieuse, mais pas oppressante. On lui demanda de patienter. Quelques minutes plus tard, Étienne entra dans le hall. Il n'avait pas de costume cette fois, seulement un pull sobre et un pantalon sombre. Il lui fit un signe de tête, l'invitant à le suivre dans une pièce adjacente. C'était un bureau simple, avec une grande baie vitrée donnant sur une cour intérieure. Il s'assit, désigna une chaise. Claire prit place sans un mot. Il l'observa brièvement, puis parla « Je ne suis pas homme à répéter mes propositions, mais je vais faire une exception. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. » Elle le fixa, mi-soupçonneuse, mi-intriguée. « Pourquoi moi? Je ne suis ni technicienne ni éducatrice. Je suis serveuse, et j'ai craché sur vous. » Il esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Justement, il faut parfois une rupture pour provoquer un vrai changement. Vous savez parler aux gens, vous avez vécu des difficultés réelles. Ces jeunes n'ont pas besoin de mentors parfaits, mais de repères tangibles. Vous êtes capable d'apporter cela. »
Il lui exposa les grandes lignes du projet. Former des jeunes issus de milieux défavorisés au métier du numérique, leur offrir un encadrement, un accompagnement personnel, des outils pour s'en sortir. Il voulait que Claire soit l'interface humaine de cette structure, la personne à qui on pouvait parler sans crainte, sans jargon. Pas une technicienne, non, une présence solide. Il savait qu'elle apprendrait vite. Il croyait en cette capacité. Claire, elle, oscillait entre le doute et une forme naissante d'enthousiasme qu'elle n'osait pas encore embrasser. Elle pensa à sa mère, à l'appartement minuscule, à ses fins de mois tendus. Elle pensa aussi à ses rêves enfouis, à son carnet de croquis rangé au fond d'un tiroir aux années sacrifiées. Et elle demanda presque à voix basse « Pourquoi me faire confiance ?» Étienne ne répondit pas immédiatement. Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre. « Parce que moi aussi, un jour, j'ai eu besoin qu'on me tende la main. Et j'ai craché d'une autre manière. Mais quelqu'un a vu au-delà de mon geste. Aujourd'hui, c'est mon tour. » Elle n'eut rien à dire. Il ne s'agissait plus de justice ni de réparation. C'était une proposition crue, inattendue, presque irréelle. Elle demanda un délai pour réfléchir. Étienne accepta. Il n'était pas pressé. Il savait que ce genre de décision, si elle venait du bon endroit, devait mûrir. Claire sortit du centre avec le cœur en ébullition. La pluie avait cessé. Elle marcha longtemps avant de reprendre le bus. De retour chez elle, elle raconta tout à sa mère. Marie, affaiblie mais lucide, la regarda longuement. Peut-être que ce n'est pas un piège. Peut-être que c'est enfin ta porte ouverte. Claire ne dormit pas cette nuit-là non plus. Mais cette fois, c'était une insomnie peuplée de possibles. Les jours qui suivirent furent parmi les plus éprouvants de la vie de Claire, non pas parce qu'ils furent marqués par des tragédies ou des bouleversements visibles, mais parce qu'ils l'obligèrent à affronter une guerre sourde et intérieure. Une guerre entre le doute et la possibilité, entre l'instinct de protection et l'audace de l'inconnu. L'offre d'Étienne Lacroix, laissée sur la table comme une énigme, ne quittait pas son esprit. Le centre Horizon Numérique semblait bien réel, animé par une vision concrète. Et pourtant, tout en elle résistait à y croire. Elle continua à se rendre au bistrot, à servir les cafés matinaux, à sourire mécaniquement aux habitués, mais son esprit dérivait sans cesse vers les mots de Lacroix, vers ce bureau lumineux et cette baie vitrée qui donnait sur un futur encore flou. Elle évitait les conversations trop longues, restait vague lorsqu'on lui posait des questions. Elle avait toujours été une femme de devoir, et l'idée de tout bouleverser pour une proposition née d'un conflit la dérangeait profondément. Son entourage ne l'aidait pas à trancher. Hélène, la patronne, restait prudente. Elle ne posait pas de questions, mais l'observait avec ce regard inquiet de ceux qui sentent que quelque chose se prépare. Nadège, elle, semblait convaincue que Claire préparait son départ. À plusieurs reprises, elle avait laissé échapper des remarques sur les gens qui se prennent soudain pour des chefs parce qu'un riche leur a parlé 2 minutes. Claire n'y répondait pas. Elle ne se sentait ni supérieure, ni préparée à ce nouveau rôle, juste écartelée entre 2 mondes. À la maison, la conversation avec sa mère fut plus directe. Marie, affaiblie mais lucide, comprenait l'enjeu mieux que quiconque. Un soir, alors que Claire lui apportait son dîner, elle brisa le silence. « Tu as toujours mis les autres avant toi, ma fille. Moi la première. Mais tu as aussi le droit de penser à toi, de construire quelque chose qui dépasse la survie. » Claire, surprise, s'assit au pied du lit. Elle avait toujours évité de parler de ses propres désirs avec sa mère, par pudeur ou par peur de paraître égoïste. Mais cette fois, elle se laissa aller. Et si c'était un piège? Une manière, pour lui, de se racheter une image ou pire, de se venger lentement. Je l'ai humilié. Il pourrait vouloir me tenir sous contrôle, comme une sorte de trophée. Marie hocha lentement la tête, puis répondit d'une voix douce. Peut-être. Mais si tu refuses par peur, tu perdras avant même d'avoir essayé. Et puis, tu es assez forte pour voir clair. Tu sauras quand ce n'est pas sincère. Ce qui me fait peur, c'est que tu refuses parce que tu crois ne pas mériter mieux. Cette phrase résonna en Claire bien plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle réalisa que son hésitation n'était pas seulement une question de prudence, mais de croyance intime. Elle s'était tellement habituée à vivre au jour le jour, à éteindre ses ambitions, qu'elle ne savait plus si elle en avait encore le droit. Elle portait sur elle-même le regard fatigué de ceux qui ont appris à ne rien attendre. Pourtant, les jours passaient,
et quelque chose changeait en elle. Chaque fois qu'elle pensait à refuser, une voix intérieure s'élevait, ténue, mais persistante. Une voix qui murmurait que peut-être cette proposition était plus qu'un caprice de riche, que peut-être ce projet avait un fondement réel, une utilité profonde. Le visage des jeunes qu'elle avait aperçus au centre lui revenait en mémoire, des regards attentifs, des gestes hésitants mais concentrés. Elle s'imaginait, sans l'avoir voulu, assise parmi eux, les écoutant, les accompagnant, partageant avec eux les cicatrices invisibles d'un parcours cabossé, elle. Retourna voir Étienne au centre sans prévenir. Il fut surpris mais la reçut sans cérémonie. Ils s'assirent de nouveau dans le même bureau sous la même lumière tamisée. « Je ne suis pas une éducatrice », commença-t-elle, les mains jointes sur ses genoux. « Je n'ai jamais dirigé un projet. Je ne sais même pas si je suis faite pour ce genre d'endroit. » Il l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut fini, il répondit simplement « C'est pour ça que je vous veux. Parce que vous ne prétendez pas savoir. Vous n'avez rien à prouver. Les gens ici n'ont pas besoin de théorie, mais de vrais repères. » Claire resta silencieuse. Étienne ajouta presque à voix basse « Je ne vous demande pas un engagement immédiat. Venez pendant une semaine, observez, participez, et ensuite, vous déciderez. » Ce compromis lui sembla acceptable. Elle accepta l'idée d'une semaine d'essai, à condition de pouvoir continuer quelques heures au bistrot pour ne pas tout abandonner d'un coup. Hélène, après une longue conversation, donna son accord à contre-cœur. Elle avait compris que Claire avait besoin d'essayer, même si cela signifiait un départ prochain. Ainsi commença la transition. Le matin au bistrot, l'après-midi, au centre. Le rythme était exténuant, mais Claire découvrit quelque chose qu'elle croyait perdu, la curiosité. Elle s'intéressa aux jeunes, à leurs récits, à leurs doutes. Elle assista à des ateliers, prit des notes, interrogea les formateurs, et jour après jour, elle sentit que quelque chose reprenait vie en elle. Un fil, ténu mais solide, la reliait à nouveau à cette idée qu'elle pouvait, elle aussi, être utile autrement. Et pourtant, chaque soir, elle doutait encore. Rien n'était gagné, rien n'était clair. Mais pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentait en mouvement. Et ce simple fait en soi était déjà un bouleversement. Lorsque Claire s'engagea officiellement à rejoindre le centre Horizon Numérique, elle ressentit à la fois une libération et une peur sourde. Les premières journées, bien qu'annoncées comme une phase d'observation, s'avérèrent vite plus complexes qu'elle ne l'imaginait. Le bâtiment lui-même, un ancien entrepôt industriel reconverti en espace pédagogique, semblait incarner cette ambivalence. Des couloirs épurés, des salles remplies de matériel informatique dernier cri, des bureaux partagés avec des murs vitrés et des panneaux d'affichage vantant les valeurs du centre, inclusion, formation, autonomie, mais aussi une froideur impersonnelle, un ordre presque clinique. Dès son arrivée, elle fut accueillie par un membre de l'équipe pédagogique, une femme d'une quarantaine d'années nommée Mireille Dufresne, responsable des activités de soutien psychologique. Mireille, professionnelle jusqu'au bout des ongles, lui présenta le lieu avec une politesse distante. Elle lui fit comprendre, sans le dire explicitement, qu'ici tout le monde avait un rôle défini, un cadre structuré à respecter. Elle semblait surprise qu'Étienne ait choisi une femme sans expérience dans le domaine pour un rôle aussi central. Et bien qu'elle ne le dise jamais ouvertement, Claire perçut dans son ton et ses regards un scepticisme à peine voilé. Les premiers jours furent donc rudes. Claire ne comprenait pas les dynamiques internes, ni les abréviations des programmes, ni les outils informatiques utilisés. Elle passait d'un atelier à l'autre, observant en silence, prenant des notes qu'elle ne savait pas toujours comment utiliser. Les jeunes, pour la plupart âgés de 16 à 24 ans, avaient des profils très variés. Certains étaient sortis du système scolaire très tôt, d'autres avaient fui des situations familiales instables. Quelques-uns venaient de l'étranger, porteurs de traumatismes qu'ils cachaient derrière un mutisme volontaire. La présence de Claire les intriguait. Elle n'était pas une formatrice, ni une assistante sociale, ni une intervenante spécialisée. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle faisait là, elle avait du mal à répondre. Elle se contentait de dire qu'elle était là pour apprendre. Cela ne suffisait pas toujours. Certains jeunes l'attestaient, d'autres l'ignoraient. Un garçon nommé Nassim, 19 ans, la fixait avec défi chaque fois qu'elle entrait dans une salle. Une fille prénommée Swad, très réservée,
lui lançait des regards pleins de méfiance. Claire sentait que son passé de serveuse, son inexpérience apparente, la rendait étrangère à ce monde, et cette impression lui collait à la peau. Mais elle persévérait. Elle arrivait tôt, partait tard, essayait de comprendre les parcours, de s'imprégner de l'environnement. Elle parlait peu, mais écoutait beaucoup. Elle restait à l'écart, mais observait tout. Étienne, fidèle à lui-même, ne lui parlait que brièvement, par petites touches, toujours précis, toujours distant. Il ne la guidait pas, ne la maternait pas, mais il passait régulièrement dans les salles où elle se trouvait, comme pour signifier sa présence et, peut-être, son soutien tacite. Au bout d'une semaine, Claire fut convoquée dans son bureau. Elle s'attendait à une évaluation, à une remarque sur son intégration difficile. Mais Étienne, fidèle à son style, se contenta d'une phrase. « Vous commencez à exister ici, continuez. » Puis il retourna à son ordinateur. Elle sortit de la pièce avec une étrange sensation, comme si cette brève reconnaissance avait plus d'impact sur elle que 1000 discours. La tension, cependant, ne disparut pas. Elle était omniprésente. Elle émanait des jeunes, fatigués de promesses non tenues, méfiants envers les adultes. Elle émanait des collègues, dont certains se demandaient encore ce qu'elle faisait là. Elle venait aussi d'elle-même, de cette peur tenace de ne pas être à la hauteur, de tout gâcher. Un jour, lors d'un atelier sur la gestion des émotions, animé par un intervenant extérieur, un conflit éclata entre deux jeunes. Les voix montèrent, les insultes fusèrent. Claire, présente dans la salle, tenta d'intervenir, mais elle fut aussitôt écartée verbalement. « T'es qui pour nous dire quoi faire ?» lança Nassim avec colère. Elle n'insista pas. Elle recula, la gorge serrée, se demandant si elle n'était pas en train de se tromper sur toute la ligne. Mais le soir même, en rangeant la salle, elle trouva un dessin glissé sous un ordinateur. C'était une esquisse maladroite d'un immeuble avec des arbres sur le toit, une rampe, d'accès, des fenêtres ouvertes. En bas, une inscription « Un jour j'aimerais construire ça ». Elle ne savait pas qui en était l'auteur. Elle le garda dans son sac, comme un rappel discret que même au cœur du doute, quelque chose germait. Peu à peu, Claire apprit à reconnaître les signes. Les silences chargés, les regards fuyants, les postures de défense. Elle ne cherchait pas à tout changer, mais elle voulait comprendre. Elle commença à poser de petites questions, à saluer les jeunes par leurs prénoms, à remarquer les absents, à s'asseoir avec eux pendant les pauses sans forcer la conversation. Petit à petit, elle cessa d'être invisible, pas encore acceptée, mais plus totalement étrangère. Et dans cette tension constante, elle découvrait un paradoxe inattendu. Elle se sentait vivante, plus que jamais, parce que chaque jour était une lutte, mais aussi une promesse. Parce qu'elle avançait dans l'inconnu avec les poches vides, mais les mains ouvertes, parce qu'enfin elle n'était plus en train de survivre. Elle essayait de bâtir quelque chose, même si elle ne savait pas encore quoi. Le rythme imposé par le centre Horizon numérique devenait de plus en plus intense pour Claire. Elle avait quitté définitivement son poste au bistrot 2 semaines plus tôt, avec la bénédiction résignée de Hélène, et consacrait désormais tout son temps à son nouveau rôle. Ce rôle, cependant, restait flou. Officiellement, elle n'avait pas de titre précis. Elle n'était pas formatrice, ni encadrante, ni coordinatrice. Officieusement, elle devenait petit à petit un point d'ancrage pour les jeunes, un visage familier et accessible, une présence attentive. Ses journées étaient longues. Elle arrivait avant 9 heures et repartait rarement avant 18. Elle assistait à presque toutes les réunions de suivi, observait les ateliers, aidait à la logistique et, de plus en plus, on lui confiait des tâches administratives. C'est dans ce cadre qu'on lui demanda de préparer une planification complète pour un événement crucial, une présentation des résultats du programme à un groupe de financeurs privés prévu pour la fin du mois. Ce projet, piloté par Étienne lui-même, devait démontrer l'efficacité de l'approche du centre, justifier les dépenses et séduire de potentiels mécènes pour les phases futures. Claire, peu formée à ce genre d'exercice, accepta, avec une certaine appréhension. Elle voulait prouver qu'elle était capable, qu'on pouvait lui faire confiance. Étienne ne donna que quelques directives brèves. Mettre à jour les données sur la fréquentation, compiler les indicateurs d'insertion professionnelle, fournir une synthèse claire. Elle se lança dans la tâche avec détermination, prenant appui sur les fichiers internes, interrogeant les collègues, recoupant les chiffres. Mais entre les différentes sources, les versions de tableaux disparates,
les doublons d'informations et les échéances pressantes, elle commença à perdre pied. Le jour de l'envoi des documents, elle relut une dernière fois son fichier Excel, vérifia les colonnes, ajusta la mise en page et envoya le tout à l'adresse commune de présentation en copie à Étienne. Quelques heures plus tard, elle sentit une agitation anormale dans les couloirs du centre. 2 encadrants parlaient à voix basse près de la machine à café. Un formateur sortit précipitamment du bureau administratif, puis son téléphone vibra. Un message bref d'Étienne. « Rejoignez-moi immédiatement. » Elle monta sans attendre. Dans son bureau, il y avait déjà 2 membres de l'équipe de coordination. Sur l'écran de projection, le tableau qu'elle avait préparé. Étienne, debout, les bras croisés, affichait un visage fermé. Il ne leva même pas les yeux vers elle lorsqu'elle entra. « Asseyez-vous », dit-il simplement. Claire s'exécuta glacée. Ce document que vous avez envoyé à tous nos partenaires potentiels contient au moins 6 erreurs majeures. 3 incohérences de date, 2 doublons de bénéficiaires et surtout un indicateur financier erroné qui suggère que le centre fonctionne en déficit de 20 000 €, ce qui est faux. La gorge de Claire se serra. Elle sentit son estomac se contracter, ses mains devenir moites. Je ne comprends pas. J'ai recoupé les sources, j'ai vérifié. » Étienne la coupa. « Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de responsabilité. » Il se tourna vers les autres, leur demanda de sortir. Lorsqu'ils furent seuls, il s'approcha du bureau, s'appuya légèrement contre la table. « Vous savez pourquoi je vous ai intégré ici ? Parce que je croyais en votre capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. Mais ce genre d'erreur, ce n'est pas une simple maladresse. C'est une faute. » Claire, le visage brûlant, se leva. « Je n'ai jamais fait ce genre de tâche avant. Je l'ai dit dès le début. Personne ne m'a formé. J'ai appris en avançant. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Il semblait peser chacun de ses mots. « Vous avez raison. Mais le monde dans lequel nous sommes n'attend pas que les gens soient prêts. Il veut des résultats immédiats. » Le silence s'installa de nouveau. Elle sentait ses jambes trembler. Elle avait envie de fuir, de tout abandonner. Ce monde-là, elle ne le maîtrisait pas. Elle n'était qu'une ancienne serveuse, sans diplôme en gestion, sans formation officielle. Qui croyait-elle être à penser qu'elle pourrait tenir ici? Mais avant qu'elle ne puisse parler, Étienne ajouta « Vous allez corriger cela. Vous allez rester tard ce soir, demain s'il le faut. Et vous allez me montrer que vous pouvez assumer. » Puis, sans un mot de plus, il retourna à son ordinateur. Elle sortit du bureau sans regarder personne. Elle retourna dans la salle de réunion vide, ouvrit son ordinateur et recommença tout depuis le début. Elle passa 6 heures à tout reconstituer, à contacter les collègues pour recouper les informations, à reprendre ligne après ligne. À 23 heures, elle était toujours là, seule dans l'ombre du centre, le visage éclairé par l'écran. Elle pleura un moment. Pas de rage, mais d'épuisement, de déception envers elle-même. Elle se sentait minuscule, illégitime, ridicule. Et pourtant, elle continuait, parce qu'elle n'avait jamais abandonné, parce qu'elle avait promis à sa mère de saisir cette chance, parce qu'au fond, malgré la douleur, elle voulait rester. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, bien après minuit, elle trouva un mot de sa mère sur la table de la cuisine. 3 phrases simples, écrites avec soin. « Les erreurs ne te définissent pas. Ton courage, si. Continue. » Elle lut ces mots plusieurs fois, s'effondra dans le canapé, et pour la première fois depuis des semaines, s'endormit sans cauchemar. La semaine qui suivit l'incident de la planification fut étrange, presque suspendue. Claire avait corrigé l'ensemble des erreurs avec minutie, refait chaque tableau, compilé chaque information avec un soin maniaque. Étienne n'avait pas commenté le nouveau fichier qu'elle lui avait envoyé. Pas un mot, pas un accusé, de réception. Rien. Le silence d'Étienne, loin de l'apaiser, agissait comme une tension latente, une incertitude qui rongeait lentement. Était-ce la fin d'un sursis, une manière de signifier sa déception, ou, pire encore, une indifférence totale? Claire, elle, continuait son travail, mais avec une réserve nouvelle, une forme de repli invisible. Elle passait de longues heures dans l'archivage administratif du centre, un petit bureau presque toujours vide où s'entassaient des dossiers, papiers que personne n'avait encore pris le temps de numériser. C'était une tâche secondaire, confiée en attendant la prochaine étape du programme.
On y trouvait des factures oubliées, des comptes rendus de réunions, des documents internes relatifs à la création du centre. C'est là, par hasard, au fond d'un vieux classeur cartonné, qu'elle trouva une enveloppe jaunie, glissée entre deux rapports de subvention. Elle n'avait pas de nom inscrit au recto. Juste une date, 8 mars, 7 ans auparavant. Intriguée, elle l'ouvrit, s'attendant à tomber sur une simple note de service. Ce qu'elle découvrit la cloua sur place. Il s'agissait d'une lettre manuscrite, rédigée dans une écriture ferme, soignée. L'auteur était Étienne Lacroix lui-même. La lettre était adressée à une certaine C, initiale unique, sans autre précision. Elle était courte, mais chargée d'une émotion inattendue. Étienne y racontait comment, des années auparavant, il avait croisé une jeune fille dans un foyer d'accueil du centre-ville, brillante, passionnée par le dessin, mais incapable de poursuivre ses études faute de soutien. Il disait avoir été touché par sa ténacité et avoir, en secret, financé sa scolarité en architecture par le biais d'une bourse anonyme. Il n'attendait rien en retour, précisait-il, juste la promesse qu'elle irait au bout de son rêve. La lettre se terminait par une phrase simple « Tu ne me dois rien, tu dois tout à ta propre volonté ». Claire resta longtemps figée devant cette lettre. Étienne avait donc un passé inconnu, un engagement secret. Il n'était pas simplement l'homme froid et tranchant qu'il laissait paraître. Cette découverte ébranlait ses certitudes, fissurait l'image rigide qu'elle s'était construite de lui. Plus encore, cette C, anonyme, la renvoyait à elle-même, à ses propres rêves d'architecture avortés. Et si Étienne l'avait choisie non pas par hasard, mais parce qu'elle lui rappelait cette jeune femme d'autrefois? Et si, derrière son silence, se cachait une volonté de transmission plus sincère qu'elle ne l'imaginait? Elle photocopia. La lettre remit l'original à sa place, mais garda la copie avec elle comme un talisman. Elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait. Elle hésita à la confronter à Étienne, à lui demander des explications, mais quelque chose l'en empêcha, une forme de pudeur, de respect pour ce qui avait peut-être été un geste profondément personnel, jamais destiné à être révélé. Ce jour-là, Claire rentra chez elle avec un sentiment nouveau, une empathie inattendue pour cet homme qu'elle avait haï, puis craint, puis respecté. Étienne n'était peut-être pas qu'un patron distant. Il était aussi un homme avec ses propres cicatrices, ses élans secrets, ses choix silencieux. Cela ne justifiait pas tout, mais cela rendait les choses plus humaines. Dans les jours suivants, elle observa Étienne différemment. Elle notait les détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Sa manière de tapoter doucement sur la table quand il réfléchissait, la façon dont il s'arrêtait parfois devant une fenêtre, immobile, comme perdu dans un souvenir. Elle comprit qu'il ne contrôlait pas toujours tout, qu'il doutait peut-être lui aussi, à sa manière sèche et dissimulée. Cette prise de conscience lui permit de respirer un peu mieux. Elle n'était plus seule à tâtonner. De son côté, elle redoubla d'efforts. Elle s'impliqua dans les ateliers, proposa des améliorations, suggéra un suivi plus humain des jeunes en difficulté. Elle n'était pas toujours écoutée, mais elle sentait que sa présence devenait utile. Les jeunes commençaient à lui parler avec moins de méfiance. Nassim, le garçon rebelle, lui demanda un jour si elle pouvait l'aider à rédiger un CV. Souad lui montra discrètement ses dessins. Petit à petit, des ponts se formaient. Un soir, après une journée particulièrement chargée, elle croisa Étienne dans le couloir. Il semblait sur le départ, son manteau sur le bras, son téléphone à la main. Il s'arrêta brièvement en la voyant. « Vous avez changé quelque chose dans le tableau de bord ?» Elle pensa à une critique, mais il ajouta « C'est plus clair maintenant. Bonne initiative. » Ce fut tout. Mais ces quelques mots lâchés sur le ton de l'évidence lui firent plus de bien que 1000 compliments. Elle comprit alors que leur relation ne serait jamais classique, qu'il n'y aurait pas d'épanchement ni de grandes démonstrations, mais que dans cette rigueur, une forme de respect mutuel commençait à naître. Et dans le secret de sa chambre, en relisant la lettre photocopiée, elle se demanda ce qu'était devenue cette C de la lettre. Était-elle devenue architecte? Avait-elle su qu'elle devait sa chance à un homme silencieux? Claire, en silence, lui rendit hommage, et elle promit à elle-même qu'elle irait au bout de ce qu'elle avait commencé. Non, pour Étienne, non pour le passé, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que son avenir lui appartenait. Le centre Horizon Numérique, d'ordinaire discret dans son fonctionnement, se préparait à vivre un moment décisif.
Étienne avait décidé d'ouvrir ses portes à un parterre de partenaires stratégiques, investisseurs potentiels, représentants de fondations et figures du monde éducatif. L'événement prévu, officiellement intitulé « Présentation des résultats et perspectives d'avenir », devait marquer une étape majeure. Valider la phase pilote du projet et obtenir les financements nécessaires à son expansion dans d'autres régions. Tous les regards seraient tournés vers cette journée. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Claire, désormais impliquée à plein temps dans les opérations quotidiennes du centre, fut intégrée à l'équipe de coordination de l'événement. Ce fut Étienne lui-même qui lui annonça la nouvelle au détour d'une réunion logistique avec son habituel ton neutre. « Vous serez sur scène. Quelques minutes, mais ce sera vous. » Elle ne sut quoi répondre. Elle avait à peine eu le temps de comprendre toutes les implications que déjà un planning se dessinait devant elle. La mission de Claire était simple en apparence, introduire l'un des volets sociaux du programme, notamment l'accompagnement, humain le suivi individuel, les histoires des jeunes. Il s'agissait de personnifier ce que les tableaux ne montraient pas, de prouver que derrière les chiffres, il y avait des visages, des efforts, des trajectoires bouleversées. Étienne, qui avait toujours évité les discours trop émotionnels, comptait sur elle pour cette touche de sincérité que lui-même ne savait pas incarner. Les jours précédents furent un enchaînement de répétitions, de tests techniques, de mises en place logistiques. On installa une scène dans l'atrium du centre décorée de panneaux colorés, de citations inspirantes et de visuels des projets en cours. Une équipe de communication externe gérait les moindres détails. Claire, à qui l'on avait confié un badge d'accès total, circulait partout. Elle validait les supports, aidait les jeunes à se préparer à témoigner, coordonnait les horaires. Mais sous cette agitation, l'angoisse montait. Claire, malgré les mois passés au centre, ne s'était jamais sentie totalement légitime. Elle savait que certains collaborateurs internes doutaient encore de sa place. Elle percevait les regards de travers, les chuchotements, les on-dit murmurés dans les couloirs. Elle n'était pas diplômée, elle n'avait pas le profil. Et maintenant, elle allait devoir parler devant des gens puissants, des décideurs, des journalistes. L'idée la paralysait. Le matin de l'événement, elle arriva avant tout le monde. Elle s'installa dans un coin de la salle, relut son texte, modifié plusieurs fois. Elle avait choisi de parler sans notes, de manière spontanée, mais gardait quand même quelques phrases clés en mémoire. Étienne entra plus tard en costume sombre, accompagné de son assistante et de 2 partenaires internationaux. Il lui adressa un simple signe de tête. Claire ne sut y lire ni appréhension, ni encouragement. Juste la reconnaissance formelle qu'elle faisait partie du programme. L'événement débuta à 10 heures précises. La salle pleine résonnait d'un brouhaha feutré. Des caméras filmaient discrètement. Des dossiers de presse circulaient. Un animateur introduisit la journée avec brio, puis donna la parole à différents intervenants. Un sociologue, un responsable de fondation, un ancien bénéficiaire du programme. Claire écoutait en arrière-plan, tentant de contrôler sa respiration. Son tour approchait. Quand enfin elle fut appelée sur scène, elle sentit ses jambes devenir lourdes. Elle marcha lentement vers le pupitre, sous les regards de plusieurs centaines de pères dieux. Elle inspira profondément, sourit brièvement, puis commença à parler. Elle raconta son histoire, brièvement. Le bistrot, sa mère, le moment de rupture. Puis elle parla des jeunes qu'elle avait rencontrés, de leurs forces, de leurs doutes, de leurs victoires minuscules mais vitales. La salle écoutait, attentive. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à conclure, une voix s'éleva, du fond. Un homme costume clair la coupa à mi-phrase. « Excusez-moi, mais quel est exactement votre rôle ici? Vous n'avez pas l'air d'être éducatrice ni responsable de programme. » La question sèche et froide tomba comme un couperet. Un murmure parcourut la salle. Claire, figée, sentit une vague de chaleur lui monter aux joues. Elle aurait pu se décomposer, bafouiller, fuir la scène. Mais quelque chose en elle, plus fort que la peur, se redressa. Elle regarda l'homme droit dans les yeux. Sa voix, d'abord tremblante, retrouva de la tenue. « Vous avez raison. Je ne suis ni éducatrice ni experte. Je ne suis pas là pour parler au nom d'un titre. Je suis là parce que je les vois, chaque jour, parce que je les écoute. Et parce que je crois que pour comprendre ce que ce centre change dans une vie, il faut d'abord apprendre à ne pas tout catégoriser. » Elle marqua une pause. Le silence était total, puis elle ajouta «
Parfois, il faut être témoin avant d'être expert. Une vague d'applaudissements monta. L'homme au costume clair croisa les bras, visiblement contrarié, mais ne répondit pas. Claire se tourna vers la salle, termina son intervention avec calme, puis quitta la scène. Dans les coulisses, Étienne l'attendait. Il ne dit rien tout, de suite. Puis, sans sourire, il hocha la tête. « Bien !» Ce mot unique murmuré dans le tumulte des félicitations résonna pour Claire comme une reconnaissance silencieuse. Elle avait tenu, elle avait osé. Et désormais, elle n'était plus seulement celle qui avait craché sur un soulier. Elle était devenue pour tous un pilier du projet. Lorsque les applaudissements s'évanouirent, que les lumières de la scène se tamisèrent et que les micros furent coupés, Claire eut l'impression de sortir d'un rêve étrange, chargé d'une tension si dense qu'elle en ressentait encore l'empreinte dans chaque muscle de son corps. Elle retourna en coulisses sous les regards de ceux qui, auparavant, doutaient d'elle. Cette fois, les visages n'étaient ni fermés, ni sceptiques, mais empreints d'un respect nouveau, presque déconcerté. Mireille, la psychologue du centre, qui l'avait toujours regardée avec froideur, lui adressa un léger signe de tête sans mots. Un geste minuscule, mais lourd de signification. L'atmosphère changea brusquement lorsqu'Étienne réapparut. Il avait quitté les coulisses pendant quelques minutes, après l'intervention de Claire, comme s'il avait eu besoin de s'isoler. Lorsqu'il revint, la salle était encore pleine. Les invités se dirigeaient vers le buffet. Les jeunes du centre circulaient entre les tables avec les bénévoles, distribuant des brochures, expliquant leurs travaux. Claire se tenait à l'écart, se remettant doucement de l'intensité de sa prise de parole. Étienne s'approcha d'elle, cette fois sans son habituel détachement. Il l'invita à le suivre à l'intérieur de l'atrium, désormais à moitié désert. Debout au milieu des panneaux de présentation, il se tourna vers elle. « Vous savez ce que vous avez fait là ?» Claire, encore tendue, hésita. « J'ai juste répondu à une question. » Étienne la fixa longuement, puis il secoua lentement la tête. « Non, vous avez sauvé l'événement. Ce type dans le public, celui qui vous a interrompu, c'était un représentant d'un fonds d'investissement très influent. Il est connu pour ses remarques incisives. Il n'est jamais impressionné. » Il marqua une pause, puis ajouta « Il m'a dit en sortant que vous aviez été la seule à lui donner une réponse qui avait du sens. » Claire le regarda sans rien dire. Elle ne s'attendait pas à tant. Étienne, voyant son silence, poursuivit. « J'ai commencé ce centre en pensant qu'il suffirait de structure, de pédagogie, de discipline. Je me suis trompé. Ce que vous avez amené ici, c'est une forme d'humanité que je n'ai jamais su incarner. » Les mots, prononcés d'une voix basse, n'avaient rien de mielleux. Ils étaient crus, sincères. Étienne ne parlait pas souvent ainsi, et Claire le savait. Elle sentit que, derrière ce rare aveu, il y avait non seulement une reconnaissance, mais une remise en question. Il continua. « Je n'ai jamais oublié ce qui m'a poussé à créer ce projet. Ce n'était pas une stratégie, c'était une dette. Une promesse faite à une autre jeune fille que j'ai aidée anonymement, parce que personne ne l'aurait fait sinon. Mais je n'avais pas les outils pour faire de cette promesse une réalité durable. Vous avez trouvé les bons mots, la bonne attitude. » Claire voulut lui montrer la lettre qu'elle avait trouvée dans les archives, lui dire qu'elle savait, mais elle se ravisa. Ce n'était pas le moment. Ce qui comptait, c'était l'instant présent, cette reconnaissance nue, ce pont enfin jeté entre eux. Alors qu'ils allaient pour regagner les autres, Étienne s'arrêta une dernière fois. « J'ai pris une décision. Je veux que vous représentiez officiellement la branche sociale du centre. Vous en avez les compétences, la légitimité. Et si vous acceptez, je financerai votre reprise d'études, en architecture ou tout autre domaine que vous voudrez. » Claire sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Elle avait quitté l'université des années auparavant, convaincue que ce monde n'était plus pour elle. Elle avait enterré ses rêves pour survivre, pour protéger sa mère, pour s'oublier. Et maintenant, voilà qu'on lui tendait à nouveau cette possibilité. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle voulait mesurer ses mots, ne pas se laisser emporter. « Je ne veux pas être un symbole, ni une exception. Je veux continuer à apprendre, à grandir, mais cette fois à ma façon. » Étienne acquiesça. C'est exactement ce que j'attendais. Qu'ils revinrent dans la grande salle, où le cocktail battait son plein. Claire fut rapidement accostée par plusieurs invités. On lui posa des questions, on la félicita, on lui proposa des contacts. Tout allait vite, trop vite.
mais elle gardait en tête cette phrase à sa façon. Plus tard, lorsqu'elle quitta le centre et marcha seule dans la rue fraîche du soir, elle pensa à tout le chemin parcouru, du bistrot à cette scène, de l'impulsion du crachat à la maîtrise du discours. Elle n'était plus la même, et pourtant, au fond, elle avait toujours été cette femme-là. Simplement, le monde l'avait enfin regardée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle serra sa mère dans ses bras plus fort que d'habitude, et dans le silence tendre de leur petit appartement, elle comprit que quelque chose de fondamental venait de changer. Elle n'était plus en train de se faire une place. Elle l'avait trouvée. Les jours suivants, l'événement marquèrent un tournant décisif dans la vie de Claire. Sa prestation, son sang-froid et sa parole sincère avaient fait d'elle, aux yeux de tous, plus qu'une simple assistante issue d'un parcours atypique. Elle devenait l'image vivante de ce que le Centre Horizon Numérique cherchait à incarner. Pas seulement un tremplin professionnel pour des jeunes en difficulté, mais un espace où les récits de résilience prenaient forme et devenaient, à leur tour, moteurs de changement. Ce matin-là, alors qu'elle franchissait les portes du centre, quelque chose avait changé dans l'attitude des autres. Les sourires étaient les moins forcés, les regards plus francs. Même Mireille, d'ordinaire si distante, lui adressa une remarque encourageante. Claire ressentit une chaleur discrète l'envahir. Elle n'avait rien revendiqué, ni crié plus, fort que les autres. Elle avait juste persisté, écouté, et au bon moment parlé avec le cœur. C'est dans cette atmosphère nouvelle que se produisit un échange fondamental. Étienne, fidèle à son habitude, avait demandé à la voir dans son bureau en fin de journée. Elle s'attendait à une réunion technique ou à une évaluation post-événement. Mais ce qui se présenta à elle fut tout autre. Le bureau était éclairé par une lumière douce, filtrée par les stores légèrement entr'ouverts. Étienne se tenait debout devant la grande baie vitrée. Lorsqu'il se retourna, elle perçut tout de suite que l'entretien allait dépasser le cadre professionnel. « J'ai beaucoup réfléchi depuis quelques jours, » commença-t-il. « Ce que vous avez apporté ici, Claire, ne peut pas être résumé à une simple fonction. C'est un état d'esprit, une vision. » Elle l'écoutait, attentive, le cœur légèrement serré. « Le centre entre dans une nouvelle phase. Nous allons étendre notre action. Marseille, Lille, peut-être même Strasbourg. Mais pour ça, il nous faut des repères solides, des personnes capables de porter cette dynamique sans la trahir. » Il fit une courte pause, puis reprit avec une gravité nouvelle. « Je veux que vous deveniez coordinatrice générale du pôle humain du centre. Ce serait un poste permanent. Vous auriez une équipe, des responsabilités concrètes, un espace pour développer vos propres initiatives. Et je veux aussi que vous repreniez vos études. Pas comme un privilège, mais comme une condition, parce que vous avez en vous ce que beaucoup d'experts n'ont plus, la foi. » Claire sentit une émotion brute la submerger. Elle n'avait jamais attendu de reconnaissance. Elle avait appris à s'en passer. Mais cette proposition, faite sans emphase, avec cette rigueur presque sèche qui caractérisait Étienne, était plus qu'une reconnaissance. C'était une réparation silencieuse, une validation profonde de sa valeur. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle demanda un jour pour réfléchir, plus par prudence que par hésitation réelle. Étienne acquiesça sans insister. Elle rentra chez elle ce soir-là avec une sensation de vertige doux. Tout semblait à portée, mais tout semblait aussi fragile. Marie, sa mère, était dans le salon, tricotant comme elle le faisait souvent le soir. Claire s'assit à côté d'elle, lui raconta tout, sans filtre. Pour la première fois, elle évoqua son envie de reprendre l'architecture, non comme un rêve lointain, mais comme un projet tangible. Marie posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne t'ai jamais dit, mais j'ai toujours su que tu y reviendrais. Même quand tu disais que c'était fini. On n'efface pas ce qui fait partie de nous. » Claire sentit ses yeux se brouiller. Elle se souvint de tous ces soirs passés à renoncer, à faire taire ce désir profond. Et aujourd'hui, le monde lui disait qu'elle avait le droit de recommencer, de continuer autrement. Le lendemain, elle retourna voir Étienne, cette fois avec la réponse claire. Elle acceptait, mais elle posa une condition. Pouvoir consacrer une partie de son temps à créer un programme parallèle pour accompagner les jeunes vers des parcours artistiques et créatifs, pas seulement techniques. Étienne, après un instant de réflexion, acquiesça. Si vous le portez avec la même énergie que ce que vous avez déjà fait ici, alors ce sera un pilier du centre. Ainsi, en quelques semaines,
Claire passa de figure marginale à actrice centrale du projet. Elle ne le fit pas, avec tapage. Pas de discours solennel, pas d'annonce publique. Mais les jeunes le comprirent de très vite. Son bureau, modeste mais ouvert, devint un lieu de passage constant. On venait lui demander conseil, parler d'un projet, parfois juste déposer un dessin ou une idée griffonnée. Elle, de son côté, commença à organiser ses horaires pour pouvoir assister à des cours du soir en architecture, dans une université qui acceptait les parcours atypiques. Elle reprit ses croquis, retrouva ses anciens carnets, réapprit à penser en forme, en ligne, en volume. Chaque soir, après les cours, elle rentrait chez elle avec une fatigue nouvelle, mais porteuse. Une fatigue qui ne pesait pas, qui élevait. Étienne, fidèle à lui-même, ne fit jamais de commentaires directs. Mais un jour, alors qu'il croisait Claire dans le couloir, il lui glissa simplement « Vous êtes exactement là où vous deviez être ». Et ce soir-là, en refermant la porte de son petit appartement, en posant son sac rempli de documents et de maquettes, Claire comprit que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus en train de réparer le passé. Elle bâtissait l'avenir. Un avenir qu'elle choisissait. Un avenir qu'elle offrait aussi aux autres. Un avenir qui enfin lui ressemblait. 6 mois après l'événement décisif qui avait propulsé Claire au cœur du projet Horizon Numérique, une transformation profonde s'était opérée. Le centre n'était plus seulement un lieu de formation pour jeunes en difficulté, mais un laboratoire vivant d'initiatives humaines, sociales et culturelles. Et dans ce paysage en pleine évolution, le nom de Claire Moreau n'était plus seulement murmuré dans les couloirs. Il s'imposait désormais avec respect. Elle avait officiellement pris la tête du pôle humain du programme, mais son rôle dépassait largement les contours de son titre. Elle coordonnait les parcours d'accompagnement, supervisait les projets créatifs, développait des partenariats avec des artistes locaux, des écoles d'architecture, des associations culturelles. Elle n'était plus spectatrice. Elle sculptait le présent pierre après pierre. Et pendant qu'elle construisait pour les autres, elle reconstruisait aussi son propre avenir. Elle poursuivait ses études d'architecture en cours du soir, et bien qu'épuisée par le rythme effréné, elle sentait que cette fatigue-là était noble, chargée de sens. Le projet de filiale à Marseille, évoqué à demi-mot par Étienne quelques mois plus tôt, était devenu une réalité. Le centre Horizon Numérique allait ouvrir un nouvel espace dans le quartier de la Belle de Mai, zone urbaine dense, populaire, marquée par des décennies de tensions sociales, mais aussi par une créativité effervescente. Étienne proposa à Claire d'en piloter l'inauguration, ce qu'elle accepta après de longues réflexions. Ce choix signifiait s'éloigner temporairement de Lyon, de sa mère, de son quotidien. Mais Marie, malgré sa santé fragile, l'encouragea à partir. « Tu as mis ta vie en pause pour moi pendant des années. Maintenant, c'est à ton tour de vivre », lui avait-elle dit en lui prenant la main avec cette douceur inaltérable. Le projet à Marseille prit forme avec une rapidité surprenante. Claire se rendit sur place plusieurs fois avant l'ouverture. Elle choisit elle-même le local, un ancien atelier désaffecté aux murs bruts et à la verrière centrale magnifique. Elle dessina les plans de l'aménagement avec ses premiers croquis depuis presque 10 ans. Elle y incorpora une bibliothèque, un espace de création, un jardin partagé. Chaque choix architectural avait une portée symbolique. Ouverture, partage, lumière. Elle voulait que les jeunes qui entreraient dans ce lieu sentent, dès le seuil, qu'ils étaient les bienvenus. Le jour de l'inauguration, une centaine de personnes étaient présentes. Des journalistes, des membres de la mairie, des habitants du quartier, des bénévoles, des jeunes déjà inscrits. Claire monta sur la petite estrade improvisée. Elle portait une robe simple, ses cheveux relevés, ses carnets à la main. Elle respira profondément et prit la parole. Elle raconta une histoire. Pas la sienne, pas entièrement, mais celle d'une jeune femme qui, un jour, avait été serveuse dans un bistrot à Lyon, qui avait un rêve rangé dans un tiroir et une mère malade, qui croyait que le monde n'avait pas de place pour elle, et qui, un jour, dans un moment de colère absurde, avait craché sur le soulier d'un homme arrogant. Elle laissa la salle réagir à cette révélation inattendue, puis continua. « Ce jour-là, j'ai cru que j'avais tout perdu, mais j'avais oublié une chose. Même les erreurs peuvent être des portes. Ce que j'ai compris depuis, c'est qu'il n'existe pas de trajectoire linéaire. Nous sommes faits de bifurcations, de blessures, de hasards. Et parfois, il suffit qu'une seule personne nous regarde autrement pour que tout change. » Elle regarda brièvement Étienne, debout au fond de la salle, discret comme toujours. Puis, elle conclut « Ce centre est pour vous,
pour vos idées, pour vos doutes, pour vos chemins qui ne ressemblent à aucun autre. Les applaudissements furent longs, sincères. Claire descendit de l'estrade, rejointe par plusieurs jeunes, des bénévoles, des amis venus de Lyon. Elle se sentait à sa place. Pas une place imposée, mais une place bâtie lentement, avec douleur et foi. Dans les jours qui suivirent, des articles furent publiés, des reportages furent diffusés. Le visage de Claire apparut dans des journaux locaux, parfois même dans des émissions télévisées. On la présentait comme une femme au parcours inspirant, une héroïne du quotidien. Mais elle refusait ces titres. Elle répétait toujours « Je ne suis pas un exemple. Je suis une preuve que l'on peut repartir. » Sa mère, depuis Lyon, regardait chaque reportage avec fierté. Elle gardait les articles, les découpait, les rangeait dans une boîte. Elle montrait les photos aux infirmières, aux voisins. « C'est ma fille », disait-elle avec un sourire apaisé. Claire, elle, restait fidèle à son éthique, proximité, écoute, discrétion. Elle refusait les discours pompeux, préférait les échanges simples avec les jeunes du centre. Elle organisait des ateliers où chacun pouvait venir dessiner sa ville rêvée. Elle participait aux repas collectifs. Elle ne parlait jamais de hiérarchie, mais toujours de communauté. Un soir, alors qu'elle rangeait le centre après un atelier tardif, un adolescent s'approcha d'elle. Il avait 16 ans, les bras tatoués de symboles qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Il lui tendit un dessin, un pont immense entre deux rives, avec des silhouettes qui se rejoignaient au milieu. « Je ne sais pas si c'est bon », dit-il incertain. Claire sourit. « Ce n'est pas une question de bon ou mauvais. Ce que tu dessines, c'est déjà un passage. Et c'est ça, l'essentiel. » Elle garda ce dessin, le rangea dans son carnet entre deux croquis d'un futur bâtiment qu'elle rêvait de construire un jour. Et en refermant la couverture, elle comprit que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici, le bistrot, la colère, la peur, l'audace, n'était que la fondation. Maintenant, elle pouvait bâtir et elle bâtirait. Pour elle, pour les autres, pour ceux qui un jour penseraient ne pas avoir leur place.